une scénette qui représente l'embarquement des soldats qui ont été prévenus à la dernière minute au sein de leur régiment. Donc ils emmènent leur pactage complet, c'est-à-dire le sac F1 dans le dos, la musette, leur casque, et à ce moment-là, donc ils sont en tenue kaki, la kaki qui est prévue pour la métropole. Ils sont reçus sur les bateaux, c'est des bateaux, les premiers vont partir sur des bateaux de la Marine nationale, puis après ce sera des bateaux qui vont être réquisitionnés dans des bâtiments civils et qui vont emmener les soldats au fur et à mesure. Là donc on a ici un officier de marine qui est représenté par ce personnage, qui reçoit sur son bateau les différents corps d'armée, donc en particulier là c'est les troupes de marine. On va la voir pendant la traversée, ils vont être beaucoup en survêtement pour faire du sport ou pour des périodes d'attente parce qu'il y a quand même pas mal de trajets à faire. On aura donc des bateaux qui vont être employés au départ pour le transport du matériel, en particulier les régiments d'hélicoptères de combat du 5e RHC. Donc le Clémenceau va partir avec l'ensemble de ces bateaux de protection. Et puis après, il va y avoir des patrouilleurs de la marine qui vont se mettre à l'extérieur des terres pour arriver à faire un embargo complet de la zone. Donc ici, on est dans une scénette qui représente la période d'attente. Les troupes vont arriver. Elles sont sous mandat ONU, mais le mandat ONU au départ donne une période où les troupes irakiennes doivent quitter le Koweït. C'est l'ONU qui l'a décidé. Elles sont donc en attente pour voir ce que va faire l'Irak. En fait, l'Irak, on le sait après, ne procédera pas au retrait de ses troupes. Et donc, on va être obligé d'avoir une intervention armée. Ici, c'est une représentation donc des troupes qui sont dans la période d'attente. La période d'attente, elle va être donc difficile dans un premier temps parce que la logistique va être arrivée plus tard que les troupes, et donc ils vont devoir faire avec de la ration de combat. Le gros problème aussi, c'est un problème d'approvisionnement en eau, puisque l'eau, là-bas, ce sera une denrée obligatoire. On est, ne l'oublions pas, dans une zone désertique. Ils sont toujours en kaki, donc ici on le retrouve donc avec sa tenue kaki, son brelage de FAMAS, et surtout avec sa pochette de son masque à gaz. Et ils vont avoir beaucoup d'entraînement pour le gaz, car il va y avoir une peur de l'emploi des gaz, et en particulier des gaz chimiques, par l'Irak. On sait qu'ils ont des scuds avec des têtes qui sont des têtes chimiques. On ne sait pas s'ils vont les employer ou ne vont pas les employer. En fait, il n'y aura qu'une seule alerte au gaz, mais ne fera pas de morts ni de blessés. Les troupes sont bien aguerries à ce moment-là. L'ONU va décider d'un emploi de la force. C'est très rare, puisque l'ONU, normalement, n'emploie pas la force, mais là, elle est obligée. Et donc, ils vont repousser, en quelques jours, avec les Américains et 35 autres nations qui vont participer à ces combats, ils vont repousser les Irakiens jusque dans leur terre, donc en Irak, mais ils ne vont pas aller jusqu'à Bagdad, puisque l'ONU va décider un cessez-le-feu, et donc arrêt des combats. Les Français vont avoir récupéré énormément de prisonniers. Les Irakiens, c'est pas qu'ils manquaient d'armement, mais ils avaient plus foi en la bataille, et en plus leurs officiers les avaient quittés. Donc ils vont se prisonnier très fortement à l'armée française en particulier. Et puis on voit ici un personnage qui est encore en tenue kaki, mais qui porte le gilet par éclat qu'ils viennent de recevoir, et qui est en train, donc, comme infirmier, de soigner un soldat irakien qui a été blessé. Derrière lui, on voit un sous-officier supérieur qui est avec la nouvelle tenue kaki qu'ils viennent de recevoir. Et cette tenue camouflée, c'est la première fois que l'on aura une tenue camouflée en opération depuis le putsch des généraux, puisqu'à ce moment-là, le général de Gaulle avait interdit le port des tenues camouflées. Donc cette tenue camouflée couleur sable, elle va leur permettre quand même d'être moins visibles, et en plus,
elle s'associe à la couleur des véhicules, puisque depuis le départ, par contre, les véhicules avaient été camouflés en couleur sable. Donc là, il est en train de donner ses ordres, là, avec des cartes. Alors les cartes qu'on a, eh bien, elles sont très imprécises, et on est au tout début des coordonnées GPS. Donc c'est pas évident pour se retrouver, et il va falloir donc faire de nombreuses patrouilles pour arriver à retrouver son chemin. Et en particulier, les patrouilles sont effectuées par le 1er régiment de Spahis, qui, avec ses blindés, va faire énormément de patrouilles pour repérer un peu les emplacements. Voilà. Donc les troupes françaises vont être victorieuses. Après 3 jours de combat, donc elles sont arrivées à Salam, et là, donc, arrivées à la limite de leur intervention. Donc les blessés, on a vu tout à l'heure des blessés qui sont des blessés irakiens. Là, on aura aussi des blessés français. On va même avoir 2 morts, un sous-officier puis un homme du rang du premier RPIMA qui vont être tués lors d'une explosion d'une mine. Et on aura aussi 36 blessés. Ces blessés, eh bien, ils vont être évacués le plus rapidement possible. D'abord sur un hôpital militaire qui avait été mis en place de toutes pièces, et qui va recevoir, qui était prévu avec 600 lits. Pour dire que, eh bien, il y avait quand même l'idée qu'il y aurait quand même beaucoup de blessés dans cette opération. Et chaque compagnie était partie avec 75 sacs mortuaires. Quand on sait qu'une compagnie, c'est environ 120 hommes, on voit qu'on pensait quand même avoir de nombreux dégâts. En fait, heureusement pour nous, il n'y en aura pas tant que ça. Les blessés, tels qu'on en voit un là sur son brancard, vont être pris en compte à l'hôpital militaire et vont être transportés par des personnels de l'armée de l'air dans des avions sécurisés, et avec ici, on représente là un pilote qui est derrière avec son blouson, et devant une convoyeuse de l'air qui est là spécialement, eh bien, pour le bien-être des blessés et pour contrôler pour les plus blessés, eh bien, l'arrivée d'oxygène ou alors les transfusions sanguines qui doivent se faire. Donc là, c'est une scénette qui relate un petit peu l'après-combat et l'après-cessez-le-feu. Donc l'Irak va expulser en grand nombre des Kurdes, et donc il va y avoir des camps qui vont être mis en place, où ces Kurdes vont être sous tente, et donc dans des conditions extrêmes au niveau sanitaire et au niveau de l'approvisionnement. Donc l'ONU va mettre en place une motion dont la France va participer, et donc va envoyer sur place eh bien, des infirmières, des médecins qui vont s'occuper d'abord de tout ce qui est sanitaire, les blessés, une aide médicale, mais aussi carrément des vaccinations. Et il va y avoir aussi une grande partie qui va être sur l'aide alimentaire et l'aide en eau, qui va être mis en place. On voit ici donc une jeune Kurde qui vient de prendre un colis qui lui a été remis, et c'est des colis qui arrivaient directement par fret avion. Une deuxième partie, alors ça c'est l'opération Libanté, donc les troupes françaises vont beaucoup y participer, en particulier les troupes de marine, mais c'est un intérêt puisqu'on est hors des combats et on vient pour sauver des populations. Un autre volet de cette période, eh bien ça va être la version casque bleu, béret bleu, c'est-à-dire une motion de l'ONU avec des soldats de la paix qui vont être mis en place pour contrôler la frontière. Il va y avoir une zone démilitarisée qui va être désignée de 5 km à l'intérieur du Koweït, 10 km à l'intérieur de l'Irak, sur l'ensemble de la frontière. Et donc les casques bleus vont être là pour vérifier qu'il n'y a pas d'incursion et qu'il n'y a pas de personnes armées qui viennent dessus. Donc là, ici, c'est une représentation d'un colonel qui a fait partie de l'état-major de l'ONU de cette époque-là. Et donc, on voit qu'il a les badges qui correspondent à l'armée irlandaise, puisque c'était un général irlandais qui était responsable de l'ensemble de l'ONU. Il y a eu 169 observateurs de l'ONU, et il va y avoir donc certains observateurs qui vont perdre la vie lors de cette manifestation, et malheureusement, nous, les Français, nous perdrons un légionnaire. Ces observateurs, eh bien, pendant toute la période, eh bien, ils vont être aidés par des troupes restées sur place, en armes, qui vont être là aussi pour les protéger, parce que malheureusement, il y aura des incursions armées dans cette zone-là, et les casques bleus,
eh bien, on le voit, eh bien, ils vont avoir laissé aussi des hommes sur le terrain.